Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Les Chiffres. Ici Éric Grenier avec mon ami et partenaire Philippe J. Fournier. Philippe, comment vas-tu? Bonjour Éric. Grosse semaine ici au Québec. À Montréal, disons qu'avec le sondage léger qui a été publié et dont on va parler et décortiquer ensemble, j'ai été extrêmement occupé, les chroniques vont bien, donc je te proposais de plonger tout de suite dans le vif du sujet, mais toi, comment vas-tu cette semaine? T'as une belle semaine jusqu'à maintenant? Oui, ça va bien ici, à Ottawa cette fois. Et oui, on était très excités de voir un nouveau sondage de léger. On l'attendait. Surtout, exact. oui. Et c'était pas seulement pour les intentions du vote. J'avais beaucoup de curiosité de savoir c'était quoi la réaction de la loi 2. C'est la première fois qu'on a un sondage sur cette loi-là, cette controverse au Québec. Mais on va commencer avec les intentions du vote parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Bon, c'était un sondage de léger pour Québécois. C'était 32% pour le Parti québécois, 27% pour les libéraux, 17% pour la coalition Avenir Québec, 14% pour les conservateurs et 8% pour Québec solidaire. Philippe J. Fournier, tes réactions? OK. Allons-y un par un. Évidemment, les intentions de vote ne sont pas tout, mais c'est le premier volet qu'il faut regarder. Et il faut regarder les chiffres en contexte, donc par rapport aux chiffres précédents de Léger et aussi par rapport à ce que l'autre film régulièrement au Québec, Palace Data, a publié. Donc, 32% pour le Parti québécois, c'est un recul net au-delà de la marge d'erreur par rapport au sondage Léger. En septembre, Léger avait le PQ à 38. C'est intéressant parce que Palace aussi avait 38 en septembre, exactement le même chiffre. À la fin septembre, début octobre, Léger avait un sondage qui indiquait 36. Et là, on avait vu un sondage qui a été coulé par le Parti conservateur. C'était un sondage Palace, qui avait le Parti québécois à 33, et ça, c'était en deuxième moitié d'octobre. Et je me disais, bon, évidemment, le sondage a été coulé par un tiers parti, donc un parti partisan, donc on fait attention, on attend, on met les astérix dans le tableau. Mais là, le léger arrive, 32% pour le Parti québécois, un recul de 6 points depuis septembre. Alors, il y a plusieurs façons de l'interpréter, Éric, et je pense que tu le sais, soit le PQ fait une régression vers la moyenne, parce que 32%, c'est le niveau auquel le parti était pendant très longtemps, avant le pic de l'été et l'élection d'Arthabasca. Ou bien, que s'est-il passé en septembre et en octobre? On a parlé juste des médecins au Québec, et il y a eu 3 semaines de couverture médiatique intense sur les 30 ans du référendum de 95. Et je sais, peut-être que pas tout le monde a écouté cette couverture médiatique-là, mais je sais que plusieurs médias, et des médias avec qui je ne fais pas normalement affaire, m'ont tous demandé « Hey Philippe, est-ce que tu pourrais venir parler des sondages de 1995 sur la souveraineté? » Alors, on a beaucoup parlé de souveraineté. Et si les chiffres avaient grimpé, si le PQ était à 42 ce matin, est-ce qu'on dirait « Ah oui, on a parlé beaucoup de souveraineté pendant 3 semaines, donc ça a gonflé le PQ. » Probablement qu'on dirait ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est fair de dire « Ben, on a parlé beaucoup de souveraineté, puis le PQ a descendu. » À voir si ça se maintient. Mais il y a seulement 5 points d'avance maintenant pour le Parti québécois, selon Léger, devant le Parti libéral. Fait que ça, c'est mes premières impressions. J'ai pas envie de monopoliser le micro, je veux connaître les tiennes. On va regarder tous les partis, bien sûr. Mais Éric, toi, ta réaction quand tu as vu ces chiffres? Le fait qu'on a vu un baisse d'appui pour la souveraineté aussi, 29% avant la répartition des indécis, c'est assez bas. Et c'est intéressant parce que j'attendais qu'on aurait voir un bond d'appui pour la souveraineté. Parce que, comme tu as dit, il y avait des semaines et des semaines de couverture de le 30e anniversaire de le référendum de 1995. Je ne dis pas que cette couverture était positive ou négative, mais il y avait beaucoup de nostalgie. Oui. Et je pense que c'est toujours le cas que les gens aiment la nostalgie. Ils aiment ça de penser à la passé. Et c'est comme beaucoup plus beau que c'était en réalité toujours. Oui. Mais le fait qu'on a parlé beaucoup de la souveraineté pendant les semaines et on voit un baisse d'appui pour la souveraineté et le Parti québécois, ma réaction, c'est que
c'est pas des bonnes nouvelles pour le Parti québécois parce que pendant la prochaine campagne électorale, on va parler beaucoup de la souveraineté. Et si c'est le cas que le plus qu'on parle de ça, le moins d'appui on voit pour le Parti québécois, je ne sais pas si c'est 100% lié, mais je pense que ça devrait donner un peu de réticence pour le PQ avec leur plan d'attaque pour les prochains mois. Mais 32%, c'est toujours assez pour former un gouvernement, probablement majoritaire, donc peut-être que ce n'est pas un problème. Mais c'est intéressant de voir qu'on n'est pas dans les eaux de 36-38% comme on était il y a quelques mois. En effet, la réticence que j'ai, c'est que tu le sais très bien, quand on analyse les sondages, les commentateurs, les journalistes, souvent essaient de faire du cause à effet entre les événements politiques et les chiffres de sondage. Et c'est pas un exercice nécessairement néfaste ou mauvais à faire. Les événements changent l'opinion des gens, c'est normal. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut attendre, parce que si on regarde, il va y avoir un dernier sondage léger juste avant Noël. D'habitude, c'est autour de la mi-décembre, ça vient avec un baromètre des personnalités, l'excellent travail de la Maison Léger. Et si le PQ est à 36 dans le prochain sondage, on va faire « Ah, ok, c'était un creux de la vague et c'est revenu. » Mais ça pourrait être 30 le prochain, ou ça pourrait être 31. Et le Parti libéral à 27, c'est pas mal la moyenne depuis que Pablo Rodriguez est arrivé. J'ai la liste des sondages ici. Donc, si on oublie l'Institut Angus Reid, et je ne veux pas les négliger, mais ils ne sont pas la référence au Québec. Ils sont la référence ailleurs au pays, là. Mais voici les sondages depuis la mi-juin pour le PLQ. 28, 29, 26, 26, 27, 27, 25, 26, 27. Donc, c'est pile dans la moyenne. Il n'y a pas vraiment d'histoire avec le PLQ. Mais le Parti québécois, au cours de la même période, 35, 36, 38, 38, 38, 36, 33, 32. Alors, en effet, Éric, tu l'as mentionné, 32% dans le contexte de ce sondage-là, quand on regarde la répartition régionale, quand on regarde le vote francophone, 40% pour le PQ, le vote francophone, 21 points d'avance sur la CAQ, ça me dit que ça serait un gouvernement péquiste majoritaire. Mais un péquiste majoritaire à 32 ou 33%, bon, c'est sûr que quand tu gagnes la partie, on se fout du style, tu sais. Mais il reste que ça ne fait pas un mandat très fort. Et au PQ, je ne sais pas s'ils savent s'ajuster. On va voir. Parce que jusqu'à maintenant, tu te rappelles l'automne dernier, quand Poilievre menait encore par 20-25 points au fédéral, on avait des réserves sur la stratégie de Poilievre, mais on disait aussi, mais il mène par 20 points, donc il doit faire quelque chose de correct. Ça fonctionne. Le PQ mène encore. Mais ce petit recul-là que l'on voit dans le sondage léger et le Palace de v'là un mois, si ça se confirme et que tu n'as même pas le tiers de l'électorat de ton côté, ça fait un mandat difficile. Donc ça, c'est pour le PQ. Comme tu as mentionné, la souveraineté, je veux y revenir un peu plus loin. Ouais. Le Parti libéral, c'est stable, ça va bien. Il y a eu un effet Pablo depuis juin. L'effet est quand même modeste parce que le PLQ n'est pas compétitif dans ce sondage-là. En effet, l'écart est juste de 5 points, mais il y a une concentration du vote à Montréal. Mais la CAQ à 17%, et surtout un petit regain dans les banlieues de Montréal dans ce sondage. Je ne sais pas si... Je veux dire, encore une fois, 17%, on s'entend, c'est pas un bon sondage pour la CAQ. Mais dans les derniers mois, moi, je vois 12, 11, 16, 16, 13, 17. Donc, un meilleur chiffre pour eux. Ce sondage-là, comme tu l'as mentionné au début, a testé la loi 2 sur la rémunération des médecins. Et la réaction est largement négative, mais quand on pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec la loi 2? Bon, d'abord, il y a un quart des répondants qui disent « je ne sais pas de quoi tu parles », ça c'est normal. 27% sont en accord, 47% en désaccord. Fait que tu dis « ok, donc c'est négatif ». Le 27% qui est d'accord, c'est supérieur aux appuis de la CAQ. Alors, s'ils veulent s'agripper à quelque chose, il y a quelque chose là, il y a une fraction de la population qui est d'accord avec la réforme de Christian Dubé, même si la négociation vont vraiment pas bien présentement. Mais tu as vu les chiffres. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, c'est juste, on a vu qu'il y avait une autre question où la question posée, c'était est-ce que tu
vous êtes en accord ou désaccord avec le principe de 15% lié aux performances, des choses comme ça. Et c'était beaucoup plus divisé. 42-46, exact. Exactement. Donc, il y a là peut-être quelque chose pour la CAQ, s'ils voient ça comme une opportunité, peut-être, avec même aussi les gens qui disent qu'ils n'ont pas vraiment une opinion sur tout ça. Mais à la même fois, c'est pas un plan pour être réélu. 27%, c'est pas assez pour la CAQ. Et ils vont jamais avoir l'appui de tout le monde qui donne leur appui à ce projet-là. Exact. Si c'est un plan d'être à 20-22% pour avoir au moins une chance d'être compétitif dans une élection, peut-être ça fait du sens, mais à la même fois, c'est un projet de loi qui n'est pas populaire. Non. D'un gouvernement qui n'est pas populaire. Et donc, c'est difficile d'avoir que les gens vont être à l'écoute de M. Dubé et M. Legault sur cet enjeu. Et là, tu viens de mettre le doigt sur le bobo, Éric. Parce que ce projet de loi-là est complexe. Même le ministre, des fois, a de la misère à l'expliquer. Je ne le comprends pas. Et j'ai lu beaucoup là-dessus. Et je veux dire, je prétends pas être un expert. Sauf que le messager est peut-être un plus grand problème que le message. On imagine un univers parallèle, on se projette dans le futur. Le Parti québécois gagne l'élection l'an prochain et il dépose un projet de loi qui ressemble à celui-ci. C'est bien possible qu'un nouveau gouvernement proposerait le même projet de loi, avec les mêmes dispositions. Et les médecins seraient encore pas contents, mais la population serait du côté du gouvernement dans ce cas-ci. La CAQ est tellement impopulaire, et François Legault aussi. Il y a des chiffres là-dessus dans le sondage léger. Souhaitez-vous que François Legault reste ou quitte comme chef de la coalition Avenir Québec? Ensemble des répondants, 61% qu'il quitte, 23% qu'il reste, 16% ne sait pas. Et je note d'ailleurs dans le 23% qui désire que François Legault reste là-dedans, il y a un 20% de péquistes. Est-ce que tu te rappelles des conservateurs fédéraux qui disaient « Justin Trudeau, ah oui, il devrait rester. Il devrait rester jusqu'à l'élection. On veut vraiment qu'il reste. » Je pense qu'il y a bien des électeurs qui suivent les chiffres, qui suivent l'actualité politique, qui voient François Legault comme étant un boulet pour son parti et que s'il reste, il rend la CAQ vulnérable. Donc vraiment pas des bons chiffres. Ce qui reste des caquistes, 77% désirent que M. Legault reste, 16% qu'il quitte. Mais évidemment, ça c'est ce qui reste des caquistes, selon les intentions de vote actuelles. Alors, vraiment pas des bons chiffres pour François Legault. Je sais pas, je les trouve pas, là, mais j'avais aussi le taux de satisfaction. 71% d'insatisfaction. On avait vu des chiffres un peu plus élevés chez Palace, mais on fait attention de ne pas trop comparer les chiffres d'une firme à l'autre. Ce sont les chiffres les plus élevés chez Léger. Et l'expression... C'est plus élevé aussi que le taux qui veut que Legault quitte. Donc, il y a peut-être un autre 10% de l'électorat qui veut qu'il reste pour qu'il perde les élections, mais ils ne sont pas des amis de François Legault. C'est vraiment à se demander. Et là, c'est plate parce que je sais que c'est le fruit mûr à décortiquer, mais on va revenir à ça. Est-ce que François Legault devrait partir? Je veux dire, il peut s'accrocher jusqu'au bout. Alors, on va voir 17% dans ce sondage-là. Moi, dans ma projection de siège, et on va revenir à ça dans un instant, mais je n'ai plus la CAQ à 0 siège, mais c'est parce que le PQ a descendu. Donc, et l'intervalle de confiance de la CAQ, c'est de 0 jusqu'à 7. Le 0 est encore bien possible. Mais incroyable, l'insatisfaction. Je n'ai jamais vu ça dans les chiffres au Québec. Et tu te rappelles, j'avais fait l'exercice pour les coulisses du pouvoir. J'étais allé chercher des vieux sondages pour les sondages des gouvernements en fin de règne. Je n'ai pas trouvé des chiffres aussi pires que ça. Jean Charest était impopulaire à la fin, pas à ce point-ci. Pauline Marois n'a jamais vraiment été populaire auprès de la base péquiste, mais auprès de l'électorat, les chiffres étaient jamais très positifs, jamais aussi négatifs que ceux-là. Et même chose pour Philippe Couillard, et ça s'est vraiment mal terminé en 2018 pour les libéraux. Alors... on va suivre ça de près. Est-ce que tu veux parler un peu des autres partis conservateurs, Québec solidaire? Oui, pourquoi pas. 14% pour les conservateurs. Ils sont en deuxième place dans la région de Québec avec
Seulement 23%, qui n'est pas beaucoup. Ben, c'est pas beaucoup, mais pas que je veux te couper, mais le 23%, c'est exactement le résultat de l'élection 2022 à Québec. Si tu prends les circonscriptions de la région métropolitaine de Québec, un peu la rive sud de Québec et les comtés de Québec, il y a eu 23%. Alors, il n'y a pas de progression, mais il n'y a pas d'érosion non plus. Le Parti conservateur est là et il est stable. Ses électeurs sont bel et bien présents. Ouais. Mais ça veut dire que s'ils gagnent des sièges, c'est un peu par défaut. Ah ouais, mais est-ce qu'on gagne vraiment par défaut? Non, mais je veux dire, c'est comme s'ils gagnent des sièges. À 14, tu sais, c'était un accident en 2022 que le PCQ ne gagne pas de sièges. Je pense qu'il y a eu des erreurs importantes dans la campagne, mais le PCQ va gagner des sièges l'an prochain. Ça fait 4 ans ou 3 ans et demi que les chiffres du PCQ sont stables. Encore une fois, j'ai la liste des sondages ici. 12, 16, 15, 11, 15, 14, 14. Ça, c'est les derniers sondages pour le PCQ. Ça fluctue autour de 13-14%. Et si le PCQ obtient 23% à Québec, moi, j'ai comme l'impression que ça pourrait être un peu plus élevé, mais à voir. Si c'est 23-25% à Québec, les couronnes extérieures, les Chauveau, la Pelletrie, Port-Neuf, sur la rive sud, on regarde Bellechasse, les Deux-Beauces, ça pourrait en effet tomber du côté des conservateurs. Donc, ça fonctionne pour le PCQ. Encore une fois, il n'y a pas de grosse progression, mais ils n'ont pas besoin de grosse progression. Ils pourraient gagner 6, 7, 8 sièges avec ces chiffres-là. 8% pour Québec solidaire. On va revenir au QS. Mais avant... À la co-chefferie. Oui, c'est ça. Mais on peut discuter un peu les chiffres pour la souveraineté parce que je pense que c'est intéressant. C'était 29% pour le oui, 62% pour le non. Ouais. Et ça, c'est avant la répartition des indécis. Après, c'est 32, 60, 68. Le fait que c'est 62 pour le non, ça, c'est un peu nouveau. On ne voit pas ça souvent que c'est au-delà de 60%. C'est inquiétant pour le camp souverainiste. Encore une fois, ça pourrait être seulement passager. Peut-être, encore une fois, qu'on a parlé pendant 3 semaines à tous les réseaux de télévision et les influenceurs sur Internet à montrer des images en noir et blanc de Lucien Bouchard avec son mégaphone. Comme tu dis, on aime la nostalgie, mais on voit que ce débat-là est de moins en moins théorique. Monsieur Plamondon est ferme. Et il ne s'en cache pas, contrairement à quelques-uns de ses prédécesseurs qui essayaient de dissimuler, ou pas dissimuler, mais amoindrir le choc. Il dit pourquoi on reculerait. On s'en va vers un pays, on va avoir un référendum et on va le gagner. Et bien sûr, la base souverainiste aime ça. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est pas clair. C'est très très clair comme message. Mais je regarde les derniers sondages. L'option du non avant répartition des indécis. Léger avait 56% en septembre, 59% en octobre, 62% en novembre. Est-ce que c'est une tendance? Je pense pas. Je pense que c'est des chiffres qui fluctuent, mais ils ne fluctuent pas en faveur de la souveraineté. Et là, le 68-32 que tu as mentionné, avec répartition des indécis, c'est répartition proportionnelle des indécis. Ce n'est pas nécessairement comme ça que les indécis vont se répartir. En 95, c'était presque 80% des indécis qui sont allés vers le non. Mais quand on regarde les tranches d'âge, quand on regarde chez les hommes, chez les femmes, les francophones, c'est plus de 60% contre dans tous les groupes démographiques. Chez les francophones, c'est 60-40 contre. Chez les femmes, c'est 71 contre, 29 pour. Chez les hommes, 65-35. Et tu te rappelles, mon Dieu, combien de chroniques avons-nous lues et croisées depuis cet été sur « Ah, les jeunes et la souveraineté ». Et tu te rappelles de ces chiffres-là? On avait fait « OK, est-ce qu'il se passe quelque chose? » Jean-Marc Léger était allé à LCN et avait dit « Ça fait quelques sondages qu'on voit l'appui à la souveraineté monter chez les jeunes. Donc, est-ce qu'il y a une tendance? On verra. » Mais en effet, je me rappelle d'avoir suivi les chiffres, ça grimpait. Mais mon Dieu, ça a redescendu depuis. Donc là, c'est 67 contre, 33 pour. C'est collé sur la moyenne nationale. Alors, est-ce que les jeunes sont moins souverainistes que la moyenne? Non, mais ils ne sont pas vraiment plus souverainistes que la moyenne non plus, selon ces chiffres-là. Je ne sais pas comment le PQ peut se dire
on va faire un référendum avec ces chiffres-là. Il pourrait se dire, on va d'abord se faire élire. Et après ça, on va en faire la promotion. Et on va voir si les chiffres s'améliorent. Ça serait une approche tout à fait défendable, mais je pense que certains verraient ça comme M. Plamondon qui marche sur la peinture et qui recule. Mais les chiffres sont clairs ici. Alors, ça, c'est vraiment difficile pour le camp souverainiste. Un défi de taille, parce que les chiffres sont pas bons. Il n'y a pas de groupe démographique que tu peux accrocher et dire on va bâtir là-dessus. C'est négatif partout. Et même les péquistes, c'est 70% qui voteraient oui et 30% qui voteraient non. Exact. Donc, il y a une base du PQ, au moins dans l'électorat, probablement pas dans les militants, qui veut voter pour le PQ pour avoir un changement, juste pour avoir un changement de gouvernement. Exact. Donc, c'est pas seulement les anglophones, les libéraux et des choses comme ça. Il y a aussi des francophones et des francophones qui vont voter pour le PQ qui pensent pas que c'est une bonne idée, au moins en ce moment. Et on verra si ça va changer dans les prochaines années. C'est facile de dire qu'on va faire un référendum, puis ça va être dans le plan, puis ici c'est 2030, et c'est toujours 30%, de dire à ce moment-là, on va passer cette fois, peut-être le prochain mandat, je sais pas. Mais je pense que oui, ça va causer des déchirements internes au Parti québécois qui, s'ils regardent ces chiffres-là puis disent on va passer notre tour. Mais honnêtement, je pense qu'ils pensent que s'il y a une campagne, s'il y a une chance de faire de promotion, ça va changer les Ils n'ont pas tort là-dessus. Ils n'ont pas tort de penser ça. C'est vrai que ça pourrait changer lors d'une campagne. Mais la différence, c'est qu'en 1995 et je pense en 1980 aussi, la proportion qui était contre la souveraineté, qui était pas des indécis, n'était pas à ce niveau-là. C'était 50-40 et quelque chose comme ça. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est un problème, mais on verra si ça va changer dans les prochaines années. Il y a toujours possibilité que le gouvernement fédéral fait quelque chose qui va changer des opinions et les événements, ça peut tout changer. Tu es en train de me dire que le fédéral pourrait faire des gaffes qui feraient en sorte que la souveraineté grimpe? Voyons, Éric, d'où sors-tu cette idée? Mais pour revenir justement au chiffre du PQ, 30% des électeurs péquistes qui voteraient non à un référendum. Je peux dire que j'en ai rencontré quelques-uns. Il y a des gens qui je vais dans les assemblées des fois, même des fois je vais dans des cafés puis des gens viennent me parler de politique, ils me disent je vais voter pour le Parti québécois, je pense que ils vont avoir la meilleure équipe, ils vont avoir le meilleur plan, mais c'est sûr que je vais voter non. Et quand je reçois cette information là, je fais comme ok, ça semble être contradictoire pour des gens, pour des Canadiens hors Québec qui nous écoutent. Ils disent, oui, mais si tu votes pour le PQ puis tu veux pas la souveraineté, que fais-tu? C'est oui, mais l'offre politique est limitée. Vous avez Québec solidaire campé à gauche, vous avez les conservateurs de Éric Duhaime très à droite, et là je veux pas dire extrême droite, c'est pas ça que je dis, mais ils sont vraiment campés à droite. T'as la CAQ qui est impopulaire, qui est au pouvoir depuis 8 ans, et tu as le Parti libéral qui a eu son lot de controverses dans le passé, qui essaie doucement de remonter la pente, mais leur chef, c'est l'ancien lieutenant du Québec pour Justin Trudeau. L'offre politique est limitée, même si on a 5 partis. Alors, qu'il y ait des électeurs qui disent « je vais voter pour le PQ, mais s'il y a un référendum, je vais voter non », je suis capable de comprendre pourquoi. Mais il demeure que le fossé dans lequel le camp souverainiste se trouve à 1 an de l'élection aujourd'hui est plus profond que ceux qu'on a vus, par exemple, je me rappelle en 1994. J'ai allé chercher les chiffres de 1994 quand M. Parizeau a gagné sa majorité. Bon, il avait gagné par, je pense, 1 point de pourcentage au vote populaire. La souveraineté était impopulaire, mais l'écart était peut-être de 10 points. Ici, il y a presque il y a 30 points de retard. Alors, quand on regarde juste les chiffres froidement, ça va être vraiment difficile pour le PQ de remonter la pente de ce côté-ci. Et surtout, je tiens à le dire, ceux qui disent « on va avoir un référendum, puis au pire, on le perdra ». Il y en a qui pensent comme ça. Au pire les Québécois choisiront leur avenir. Et d'un point de vue purement démocratique, ça se défend. Mais de penser que juste qu'il y ait un référendum perdant, ça sera sans conséquence,
il va y avoir des conséquences à un référendum, qu'il soit gagnant ou perdant pour le camp souverainiste. Donc, anyway, on va revenir à ça un peu plus loin. Quoi d'autre que tu voulais approcher? Est-ce que tu voulais parler de Québec solidaire, Éric, ou est-ce qu'on avait d'autres choses? Oui, je pense. Et qu'on a fait le tour, c'est dans le même comme thème un peu, parce que il y avait le course à la co-chefferie ou le porte-parole masculin. Sol Zanetti a gagné avec juste un peu plus que 50% du vote sur le premier tour. Étienne Grandemont était deuxième avec 38%. Et Yves Bonnier-Vigé, un Gaspésien. Gaspésien? 9%. Donc, c'est une bonne chose. Mais le fait que c'est Sol Zanetti, qui est ancien chef de l'Option nationale, un souverainiste convaincu, avec Rouba Ghazal, qui est aussi une souverainiste convaincue. Comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de choix sur l'échiquier politique au Québec. Si vous êtes quelqu'un à gauche, mais pas souverainiste, il n'y a pas beaucoup d'options maintenant. Peut-être les libéraux, mais... Ouais. Écoute, les Québécois de centre-gauche et de gauche qui ne sont pas très passionnés envers la souveraineté, dans les chiffres, on voit qu'ils votaient Québec solidaire quand même. Et dans le passé, avec Françoise David et Amir Kadir, ils parlaient de souveraineté occasionnellement, mais c'était la gauche d'abord et ensuite la souveraineté si jamais ça se présente. Mais là, on dirait que ça pourrait changer. Je ne dis pas que la justice sociale et que les politiques de gauche sont moins importantes à Québec solidaire, mais la souveraineté va être mise de l'avant. Alors... Et tout ça va être dans le perspective souverainiste. Comme, exact. Leur position sur l'immigration, par exemple, ils veulent que les immigrants sont dans l'autobus, dans le train orange, comme Rouba Ghazal a dit. Donc, il y a cette perspective, mais ça informe leur position politique sur toutes les questions sociales aussi. Mais il demeure que dès sa victoire, un de ses premiers commentaires, M. Zanetti, c'était d'attaquer le Parti québécois. Et je sais qu'il y a plusieurs souverainistes, plusieurs à qui j'ai parlé, qui ont grincé des dents. On dirait que les vieux réflexes de QS sont revenus assez rapidement. J'ai hâte de voir cette dynamique-là. Évidemment, le choix de M. Zanetti, moi je le trouve fascinant pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'y avait aucun appui au caucus. Le caucus était majoritairement en faveur de M. Grandmont, qui est le député de Tachereau dans le centre-ville de Québec. Et ils ont choisi Sol Zanetti malgré qu'il n'avait pas d'appui au caucus. Donc les membres ont décidé autrement. C'est pas certain que M. Zanetti puisse conserver son siège à Limoilou. Là. Ça, c'est Jean Lesage à Québec. Alors, ça va être intéressant de voir l'effet. C'est sûr qu'il va y avoir des sondages locaux à Québec. Je m'y attends. Mais quand on considère, le sondage léger, 8% pour Québec solidaire, on doit le mentionner, ils ont eu 15% à l'élection de 2022. Donc ça, c'est vraiment, littéralement, les appuis solidaires ont été coupés en deux. Est-ce qu'ils ont été coupés en deux partout? On se rappelle bien sûr du NPD de l'Ontario. On fait attention. Est-ce que Québec solidaire est demeuré fort dans ses bastions, mais sont écrasés partout? On regarde les chiffres régionaux, 9% dans le Grand Montréal, 9% à Québec, 7% en région. QS ne gagnera aucun siège en région. Les chiffres, je veux dire, j'avais demandé à Palace, lorsqu'ils ont fait Palace Data a fait un sondage municipal à Sherbrooke. Et évidemment, la circonscription provinciale de Sherbrooke, ce n'est pas les mêmes limites que la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke est beaucoup plus grande. Mais Québec solidaire était à 10% en quatrième place à Sherbrooke. Alors, à moins que le sondage soit complètement faux, et le même sondage avait bien sûr prévu la victoire de Mme Bibeau à la mairie de Sherbrooke. Donc, QS ne gagnera pas Sherbrooke. Avec les chiffres actuels, ils ne gagneront pas en Abitibi. Ils ne gagneront pas en Rimouski. Je veux dire, ils vont avoir de la misère à retenir tout le siège à Montréal. Est-ce qu'ils vont être capables de garder leur siège à Québec? Limoilou n'est pas n'est pas un reflet de la grande région de Québec. C'est assez un microcosme, n'est-ce pas? Alors, on va voir avec des sondages locaux, mais ça va être difficile pour M. Zanetti de se faire élire. Et on va devoir décider dans les prochains mois, le prochain mois, notre repêchage de chef de parti. Est-ce que Zanetti va être dessus? À voir. Je pense que Rouba Ghazal est bien sûr bien en selle à Mercier. Je ne suis pas certain pour Jean Lesage. Aussi, la souveraineté chez Québec solidaire. Oui.
ça fait longtemps qu'on voit des 50-50 ou des 55-45 d'un côté ou de l'autre. Dans ce sondage, 44% contre la souveraineté. Est-ce que je me trompe? Pour. OK, 44% pour la souveraineté, 56% contre la souveraineté. Les électeurs de Québec solidaire sont moins souverainistes que les députés et les membres de Québec solidaire. Mm-hmm. Mais on m'a fait remarquer que c'est aussi vrai pour le PQ. Les électeurs du PQ ne sont pas aussi souverainistes que les membres et les députés du PQ. Alors peut-être qu'il ne faudra pas faire une grande histoire avec ça, mais si vraiment Québec solidaire entre dans la campagne en septembre l'an prochain, eux aussi en mettant de l'avant la souveraineté, je pense qu'ils vont être capables de conserver un noyau, mais retenir tous leurs sièges, je veux dire, ils ne gagneront pas Verdun s'ils parlent de souveraineté très longtemps. Donc, anyway, à suivre pour ce qui va se passer avec Québec solidaire, mais ils ont pris un risque. Des fois, les risques sont calculés et rapportent beaucoup, mais des fois, ça va contre toi. Donc, oui, ça va être intéressant de voir ça. J'ai vu que c'est 3% pour Québec solidaire parmi les non-francophones. Donc, ça indique que les autres communautés n'embrassent pas le QS. Et ce chiffre-là était beaucoup plus élevé. Et on a vu des 10-12% dans le passé. 3%, c'est vraiment bas. Là. Et encore là, ça va pas causer des problèmes en Jean Lesage et Tachereau probablement, mais dans quelques comtés à Montréal où c'est pas plus que 50% francophones, ça va causer des problèmes. On verra. OK, bien, ça va être tout pour cet épisode. On va passer aux questions de nos membres. Mais bonne question cette semaine. Les bonnes questions de nos membres. J'ai hâte de répondre à ça. À part de ça, on va attendre peut-être les derniers sondages de l'année avant de faire notre prochain épisode. Donc, merci Philippe. Et oui, on va passer aux questions de nos membres, mais merci et merci à nos auditeurs aussi. Merci tout le monde. Et bien sûr, si vous voulez avoir les épisodes bonus et vous voulez avoir le courrier des membres, vous pouvez vous abonner sur Patreon et c'est www.leschiffres.ca. Merci de votre appui. Alors maintenant, on va passer au courrier des membres. Au revoir tout le monde.